Bonjour tout le monde. Delphine, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour Romain, ouais, je t'entends très bien. Parfait. Je check juste, est-ce que dans le chat, quelqu'un peut simplement nous confirmer que nous entend, que tout le monde nous entend bien? Tout est OK, parfait. Merci Audrey, merci tout le monde d'être à l'heure. Il y a quelques personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Bon appétit à tous ceux qui profitent de ce moment pour manger un morceau. Bienvenue à la première édition de Confidence d'experts. Pourquoi est-ce que nous pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? À la base, chez Five, on connecte les indépendants avec des entités dans le sport. Autour de ces entités gravitent différents projets. On a décidé de vous connecter à ces projets. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la RSE dans l'événementiel sportif. Avant de donner la parole à Delphine, sachez qu'à la fin, il y aura un moment de questions-réponses. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure. Il y a un petit bouton questions-réponses en dessous qui n'est pas le chat et nous y reviendrons à la fin. Donc voilà, on va commencer. Delphine, est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, première question pour lancer le thème. Est-ce que tu te souviens quel métier tu voulais faire quand tu étais petite? Ouais, je me souviens, au départ, je voulais être footballeuse professionnelle, mais à l'époque, c'était pas une option pour les jeunes filles. Donc, j'étais déjà orientée vers le journalisme sportif pour pouvoir, en fait, transmettre les émotions que je pouvais vivre dans les stades et lors des rencontres de sport au plus grand nombre. C'était un petit peu mon ambition petite. Ok, et du coup, là, aujourd'hui, tu es consultante en stratégie et opération RSE. Donc, avant qu'on rentre dans le concret du sujet, est-ce que tu peux juste nous dire ce qui s'est passé entre le désir d'être footballeuse professionnelle et ce métier qui est un peu différent aujourd'hui? Ouais, bah effectivement, depuis toute petite, moi j'ai été intéressée par le sport, que ce soit son organisation ou en fait sur l'impact que le sport pouvait avoir sur ma vie personnelle. En bref, c'était aussi pour pallier à mon manque de talent pour devenir sportif de haut niveau. Donc je me suis vite intéressée un peu aux à côté du sport et à son fonctionnement, que ce soit en m'impliquant comme bénévole dans mon club de tennis. À l'époque, déjà, je m'occupais de la buvette lors du tournoi. Et puis, bah, j'ai cherché à trouver des métiers autour du sport. J'ai fait une école de communication sur Paris. Et pendant ces 3 ans d'études, j'ai toujours axé en fait mes stages dans le milieu sportif pour y découvrir les différents univers. J'ai débuté dans une fédération sportive au service des compétitions de la Fédération française de hockey, qui est une petite fédération par rapport à celle que j'ai pu découvrir par la suite, mais qui m'a beaucoup appris. Et j'ai fait une dizaine d'années dans le football amateur au contact des clubs de la région Aquitaine où j'ai découvert donc vraiment les enjeux du quotidien d'un club de football et notamment en fait le rôle social important d'un club, que ce soit dans un petit village du Lot-et-Garonne ou dans une grande ville. Les clubs sportifs et de football à l'époque apportent énormément sur ces sujets-là. Donc j'ai continué en fait à nourrir toute mon appétence sur la culture du sport, sur son impact social notamment. Et par la suite, j'ai découvert l'univers des grands événements sportifs internationaux grâce à l'Euro 2016 organisé en France, où j'étais l'adjointe du directeur de site à Bordeaux. Et donc là, j'ai vraiment découvert les coulisses des grands événements sportifs. C'est aussi la première fois où j'ai été confrontée à l'organisation d'un événement avec des contraintes liées au management responsable de la norme ISO 20121 et qui donc m'a un peu ouvert l'esprit et la vision de l'organisation d'un point de vue aussi environnemental. Donc j'ai pu lier en fait mon intérêt sur ces sujets sociaux et environnementaux à travers l'expérience de l'Euro 2016. J'en ai tiré pas mal d'apprentissage, on va dire. Et à l'issue de cette belle expérience, j'ai eu l'occasion d'intégrer le comité d'organisation de la Coupe du Monde féminine
assez tôt dans l'organisation, puisque j'ai intégré dès 2017 ce comité et j'étais en charge donc du programme Impact Héritage de l'événement, ce qui me permettait de retrouver un peu des sujets qui faisaient écho en moi petite, notamment le fait d'essayer de favoriser l'accès de la pratique sportive aux femmes, de défendre aussi ces sujets de responsabilité et d'enjeux économiques, environnementaux et sociaux dans l'événement. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir vécu ces belles expériences à travers un parcours d'une quinzaine d'années à peu près. Ok, très clair. Et aujourd'hui, tu es consultante en stratégie et opérations RSE. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la stratégie et les opérations RSE, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que ça s'applique à l'événementiel sportif? Ouais, la RSE, en fait, c'est la prise en compte par l'organisation de l'impact de ses choix et de ses activités. Donc, l'idée pour moi, c'est d'intégrer ces nouveaux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques, en fait, dans le développement des organisations et notamment au niveau de l'événementiel sportif. C'est accompagner ce secteur dans sa transition, en fait, de modèle pour le futur. C'est-à-dire qu'on va, dès la conception en fait, d'un événement, essayer de réfléchir à la façon dont cet événement va impacter, que ce soit positivement ou négativement, le territoire où il est organisé. Et donc, on va aborder en fait on va se poser pas mal de questions pour essayer d'améliorer son fonctionnement, pour maximiser surtout ses bénéfices positifs et laisser le territoire, que ça soit d'un point de vue environnemental, le plus propre possible et d'avoir intégré, si jamais on l'a impacté lors de nos opérations, des opérations de réparer ces impacts négatifs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment travailler en fait une nouvelle vision de la conception des événements et surtout de ne pas s'arrêter au niveau stratégique, puisque il y a encore beaucoup d'organisations qui se bloquent au niveau stratégique, qui prennent la parole, mais qui après ont du mal à passer à l'action. Et donc, je m'appuie sur l'expérience que j'ai pu avoir lors des derniers événements pour aller jusqu'à la livraison d'un événement qui intègre ces enjeux environnementaux et sociétaux. Ok. Et là, tu parlais justement de stratégie globale. Ça veut dire que les actions qui sont réfléchies et menées, elles ne doivent pas être forcément que sur des sujets évidents. Quand on pense RSE, je ne sais pas si on pense environnement, des trucs évidents comme je sais pas, le tri des déchets dans les concessions, buvettes. Mais j'imagine que ça doit se penser au niveau de tous les projets. Si on prend un autre projet un peu moins évident, comme les accréditations qui a priori rien à voir. Est-ce qu'on peut réfléchir à des actions RSE même sur des projets de ce type-là? Ouais, bien sûr. En fait, la RSE, elle infuse dans tous les domaines d'activité d'une organisation. Donc, que ça soit de la gouvernance jusqu'aux actions, à l'événement en lui-même. Donc, les actions très concrètes que tu as signées, que tu as notifiées, comme le tri des déchets par les spectateurs. Mais avant, en fait, sur toute la phase de préparation de l'événement, tous les sujets tous les départements concernés vont être confrontés à des sujets de RSE et à se questionner sur les choix qu'ils vont faire et leur impact. Tu parlais des accréditations, on peut aussi parler des ressources humaines. Je prends ce sujet-là parce que je sais que Sophie, sur les réseaux sociaux, en a parlé un petit peu en amont de cette discussion. C'est vrai que les ressources humaines utilisent la RSE comme un levier depuis quelques années pour recruter de nouveaux profils, les fidéliser et les impliquer réellement dans le projet de l'organisation, parce que la société a évolué,
les acteurs que nous sommes ont évolué et ont de plus en plus d'attentes vis-à-vis de l'organisation pour laquelle ils travaillent et l'événement qu'ils vont produire. Ils ont envie que cet événement ait du sens et corresponde à leurs valeurs. Et donc, du coup, le fait d'intégrer un peu ces enjeux sociaux et environnementaux dans les organisations, ça permet aussi de trouver des leviers pour attirer des nouveaux profils. Donc, typiquement pour les RH, ça peut être un nouveau processus de recrutement. On voit de plus en plus de comités d'organisation ou d'entreprises qui demandent aux candidats de faire des vidéos, qui se basent un peu moins sur le CV classique et la lettre de motivation classique. Donc, ils repensent leur façon de recruter. Et après, ça peut aller sur des choses encore plus profondes comme des objectifs de parité dans le recrutement, une communication transparente sur les avancements ou sur la diffusion de primes à la fin d'un événement. Voilà, ça peut vraiment impacter tous les sujets d'une organisation et pas que ceux qu'on voit au moment de la livraison de l'événement. C'est intéressant là parce que tu prends des exemples concrets. Donc, on a bien compris qu'il faut se pencher sur le sujet en amont et en phase opérationnelle. Est-ce que tu as des exemples très concrets d'actions qui sont menées ou qui pourraient être menées dans le cadre d'événements sportifs? Oui. Alors déjà, je voulais souligner une des particularités en France, c'est que cette dynamique en fait d'événements responsables a été aussi pas mal impulsée et accompagnée par le ministère des Sports, qui a mis en place dès 2017 une charte des 15 engagements éco-responsables, ce qui a permis en fait de déplacer un peu les relations entre les différents organisateurs. On a souvent des relations un peu concurrentielles entre événements, que ce soit pour trouver des partenaires, que ce soit pour de la visibilité médiatique. Et en fait, cette démarche-là a permis surtout aux événements de se parler sur des sujets auxquels ils étaient confrontés tous, mais pour lesquels ils n'avaient pas forcément les bonnes réponses. Donc, ça a créé de l'échange d'expériences, de trouver des solutions, parfois des partenariats entre certains événements pour avancer. Et notamment lors de ces réunions, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses faites dans le sport en France, et notamment au niveau des événements, et qu'on avait des événements comme Roland-Garros qui sont quand même très impliqués sur ces thématiques sociales et environnementales et économiques, bien évidemment, depuis de nombreuses années. Et Roland-Garros travaille à chaque édition pour améliorer en fait son impact positif. Et notamment sur, tu vois, sur la partie partenaire pour les véhicules. Les véhicules qui accompagnent les joueurs ou les différents publics des événements, au fur et à mesure, la flotte devient une flotte hybride, devient une flotte électrique, et on ne voit plus de véhicules diesel en marge de l'événement qui est engagé sur des objectifs environnementaux forts. Ok, et juste je rebondis sur la charte que tu évoquais tout à l'heure. En gros, un organisateur qui demain veut se pencher sur ces sujets RSE liés à son événement, c'est un bon point de départ. Ou tu as des exemples tu parlais de 15, des 15 engagements dedans. Est-ce que tu en as 2, 3 à l'esprit pour que ce soit plus concret pour nous? Oui, bien sûr, il y a tout le sujet restauration, l'alimentation pour essayer de faire avancer cette thématique-là au sein de nos événements afin que on utilise des circuits plus responsables, que ce soit des producteurs locaux, que ce soit des menus végétariens, que ce soit de la saisonnalité dans les produits proposés. On a aussi l'exemple de la mobilité douce. On parlait des transports pour l'organisation, mais le développement en fait, d'actions qui visent à promouvoir les mobilités douces, comme l'a fait la Ryder Cup, avec la mise en place de nombreux parkings en marge assez loin de l'événement, mais tout un dispositif de navette avait été réfléchi et mis en place pour acheminer le public sur le lieu des sites, ce qui a eu un effet assez important sur leur empreinte carbone. On a aussi des actions de solidarité où on demande aussi aux grands événements d'essayer de promouvoir une cause solidaire à travers l'événement et profiter de la médiatisation de cet événement pour faire avancer cette cause. Ok.
Et alors, tu prenais comme exemple, par exemple, dans ton parcours, tu nous parlais de la Coupe du Monde féminine, qui pour le coup était un point assez marquant là, de ce que tu fais aujourd'hui. J'imagine que ça doit regorger d'exemples concrets. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est un peu les métiers liés à ce domaine, dans le sens où à la Coupe du Monde féminine, tu avais une équipe de plusieurs personnes. Alors, il disait quoi? C'est seulement pour comprendre un peu du coup les métiers qui s'y associent. Ouais, Et ok. je pense qu'il y avait peut-être un effet central et site aussi où il y avait des Ouais, choses différentes. bien sûr, ouais, au sein de du comité de la Coupe du Monde féminine, on était 3 salariés en centrale. Et donc, notre objectif principal, c'était de s'assurer en fait que l'ensemble de la préparation de l'événement, de la livraison et de l'après-événement intègre en fait les engagements pris par le comité d'organisation, la FIFA et la FFF sur les sujets sociaux, environnementaux et économiques. Donc nous, on a impulsé pas mal de programmes au niveau national, notamment un programme qui était destiné aux jeunes et les services civiques pour donner la chance aux jeunes d'intégrer l'aventure et d'être au sein de nos équipes. Et on a travaillé ensuite à la déclinaison en fait, de ce programme au sein des équipes de site qui ont pris possession des stades de la compétition plusieurs mois avant l'événement pour créer en fait un vrai lien avec les territoires où on allait accueillir les matchs pour que la population locale se sente fière aussi d'accueillir cet événement, se sente concernée et envie d'y participer et entendent également, au-delà des performances sportives, les messages que l'on pouvait véhiculer à travers cet événement qui était notamment un message d'égalité femmes-hommes, justement d'essayer de réfléchir de façon plus responsable son événement pour diminuer son empreinte carbone, pour diminuer ses déchets, pour essayer de participer en fait un peu à l'effort collectif qui est engagé par le ministère sur ce secteur d'activité et d'apporter nos solutions et notre expérience sur le sujet. Ok. Et là, tu parlais de. Je suis le soleil au fur et à mesure. J'avais pas prévu que cette heure-là, il y avait un rayon qui allait comme ça. Là, tu parlais de comité d'organisation et de cahier des charges, justement. Dans les comités d'orga, jusqu'à aujourd'hui, la RSE, elle n'avait pas forcément une place de choix. C'est moins vrai ces dernières années. Et en parallèle, on est confronté à des cahiers des charges d'événements internationaux qui permettent pas forcément, qui permettent souvent pas d'aller dans le bon sens. Parfois en interne, même, c'est difficile de mobiliser tout le monde à tout niveau hiérarchique, de donner du sens à tout ça. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? C'est quoi ta position dessus? Comment on peut faire plus? Comment on peut faire mieux? Comment on peut changer les mentalités? Parce que j'ai l'impression qu'on s'oppose quand même à deux forces qui ne vont pas toujours dans le même sens. Ouais, ça a quand même beaucoup évolué là, ces dernières années. Donc nous, on a eu la chance lors de la Coupe du Monde féminine d'arriver assez tôt au sein du comité d'organisation, parce que moi, je suis arrivée dès début 2017 dans les 10 premiers salariés du comité d'organisation, donc ce qui m'a permis de créer ces liens avec les autres directeurs des départements, de pouvoir expliquer aussi la démarche et cette nouvelle vision qu'on voulait mettre en place. On voit que le sujet monte en puissance parce qu'il monte en puissance au sein de la société et donc forcément les événements, s'ils veulent perdurer aussi dans le temps, avoir le soutien de la population, de partenaires, des médias, il va falloir que ces événements soient à l'écoute de ces attentes de la société. Et on voit bien que là, les deux gros prochains événements qu'on va accueillir en France, que ce soit le rugby ou les Jeux Olympiques, ont des engagements très forts en termes de RSE, que ce soit d'un point de vue social, avec le développement d'un centre de formation des apprentis au sein du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby, que ce soit le développement du secteur de l'économie sociale et solidaire pour les Jeux Olympiques. On a des engagements aussi environnementaux très forts avec
l'utilisation du train pour le déplacement des équipes, essayer de concentrer les lieux d'activité de l'événement ou de favoriser au maximum des lieux déjà existants. Donc tout ça, ça monte énormément en puissance. L'important, c'est qu'on ait au sein de ces comités d'organisation des gouvernants et des directeurs en fait convaincus de l'intérêt du sujet, engagés et qui dépassent simplement les mots en mettant des moyens en fait pour leurs équipes, en fait, que ce soit des moyens humains ou financiers, pour que ces équipes-là puissent répondre aux objectifs attendus en matière d'enjeux sociaux et environnementaux. Donc, moi, j'ai été forcément confrontée un peu à ce sujet-là lors du comité, lors de ma prise de position, où il y avait peut-être une vision à l'époque que l'ensemble des directions allaient assumer en fait le déploiement de cette vision RSE. Et quand j'ai pris mon poste, je n'avais pas de budget attitré à mon département, ce qui était forcément un petit peu compliqué puisque ça me rendait vraiment dépendante des autres. Et au final, après discussion, quand on a repris la construction globale de la stratégie, en imposant une vision, des objectifs clairs, une démarche structurée, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un réel besoin d'un budget, ce qui m'a été attribué pour que je puisse également impulser les propres actions, accompagner les départements aussi qui s'étaient engagés dans cette démarche-là, leur trouver des solutions et puis du coup avoir cette vision qui permette aussi de réduire des coûts, puisque j'étais au courant des différents engagements en fait de tous les départements, et on sait très bien que dans l'événementiel, plus l'événement arrive, on est pris par du temps. On n'a pas forcément le temps d'aller consulter la direction voisine pour savoir si elle a des solutions. On essaye de livrer au mieux. Et le fait d'avoir des personnes identifiées au sein d'un comité d'organisation en charge de ces sujets-là, souvent, ça permet de prendre un peu de hauteur et de mettre un peu de lien entre l'action des uns et des autres. Ok, et alors justement, j'ai une question qui vient, mais je vois qu'il y a des gens qui ont des questions-réponses. On les prend pas au fur et à mesure, on les traitera à la fin. Si vous voulez, on les voit, on ne vous oublie pas. Tu parlais des Jeux Olympiques, alors je rebondis simplement dessus pour revenir un peu sur l'aspect cahier des charges de ma question. En gros, si demain tu prends un job un accompagnement, peu importe, aux Jeux Olympiques, c'est quoi le premier combat sur la thématique RS? Tout est important, il faut essayer de tout bien faire, mais si tu devais choisir un avec les JO, est-ce que tu interdis l'avion pour les équipes, tu interdis la construction de sites temporaires, tu interdis le plastique dans le village? Quel combat tu mènes? Quel combat je mène? C'est une bonne question. Effectivement, je pense que j'irai quand même sur des domaines d'activité qui peuvent être très impactants, comme le service des achats, qui va être un point essentiel dans le fonctionnement de l'organisation et de la livraison aussi de l'événement, puisque ça va permettre en fait à l'organisation de mieux connaître ses besoins et aussi d'agir sur toute la chaîne de valeur liée à la livraison de l'événement. Donc là-dessus, en travaillant avec les achats, on va vraiment pouvoir façonner aussi l'image de son événement et les retombées économiques, sociales et environnementales futures, en y intégrant des clauses précises, en y mettant des indicateurs de suivi et surtout ce qui serait important aussi, c'est le fait que derrière, on fasse des choix forts. Donc, il y a pour moi les achats et vraiment de l'audace et du courage des dirigeants d'assumer ces choix, même si peut-être quand on regarde à court terme, les impacts peuvent être difficiles économiquement parce que ça va coûter un petit peu plus cher. Mais si on se projette et que l'on voit la RSE comme un réel investissement à moyen et long terme, on se rendra bien compte que le système sera beaucoup plus rentable pour l'organisation. Et on le voit bien, c'est que les comités d'organisation, que ce soit le rugby ou les JO, même si les JO c'est un peu particulier parce que c'est tellement énorme, la durée de vie de ces comités d'organisation tend à s'allonger, notamment en amont.
Et là, je pense qu'il y a un bel exemple avec le rugby qui innove aussi un petit peu en la matière, puisqu'ils ouvrent 3 ans avant leur événement les bureaux locaux, déjà, dans les villes hautes. Et on sent bien que dans cette volonté d'ouvrir 3 ans auparavant des sites décentralisés, c'est pour construire un peu tout ça, tous ces liens avec le territoire, pour être à l'écoute des attentes du territoire et mettre en place un plan d'action beaucoup plus ciblé et correspondant aux enjeux du territoire, parce que c'est là-dessus où ils seront bons, ils seront performants, et ça, forcément, ça servira l'événement au moment de l'apothéose avec l'arrivée des sportifs. Mais tous ces liens qui seront créés 3 ans avant seront mis en avant pendant l'événement, mais perdureront dans le temps. Et donc là, on va rentrer sur tout ce qui est enjeu d'héritage, que ça soit social, sportif pour la discipline comme le rugby, ou environnemental. Ok, très clair. Avant de passer aux questions, il nous reste 5 minutes pour répondre un peu à un dernier thème. C'est, je te cite, le sport et les grands événements sont des vecteurs de changements sociétaux puissants. Ma question, c'est quels sont les enjeux de cette thématique sur les événements à venir et dans le monde du sport en général. On a parlé pas mal de comités d'organisation, mais il y a peut-être d'autres sujets. Ouais, c'est vrai, on va être vraiment confronté, en tout cas pour l'événementiel, à un sujet d'acceptabilité de l'événement par les parties prenantes, et notamment par les territoires hôtes. Les villes qui vont accueillir ces événements vont attendre que des événements aient aussi une plus-value sur leur territoire, et que ça ne soit pas juste une plus-value économique. Moi, je l'ai bien senti lors de la Coupe du Monde féminine, où ces villes sont demandeuses de liens et de profiter en fait de la lumière de l'événement pour vraiment booster des politiques publiques. Et là, on va vraiment retrouver l'impact du sport sur la santé, que ce soit la santé des jeunes qui sont de plus en plus sédentaires, que ce soit aussi sur des sujets d'inclusion, de cohésion sociale, avec un peu plus de mixité dans la société, qu'on doit retrouver également dans le sport. Et puis ces sujets justement de lutte contre le réchauffement climatique, où il faut qu'on revoie tous un petit peu nos modèles d'organisation pour arriver d'être dans le trop tout le temps, dans l'excessif, mais d'être plutôt dans quelque chose de mesuré, de raisonnable, et réellement au service du territoire, qui pourra être réutilisé surtout par la suite. Et là-dessus, nous, c'est ce qu'on avait fait sur la Coupe du Monde féminine, avec un grand plan de seconde vie des produits. Et je pense qu'on doit tous repenser un petit peu nos modèles là-dessus, et que si on n'est pas capable de le faire, nous, sur nos événements, il y aura un vrai enjeu de pérennité du secteur, tout simplement, puisque notre secteur, on le voit bien en ce moment, elle n'est pas considérée comme un secteur essentiel, entre guillemets, puisqu'on est à l'arrêt depuis des mois et des mois, même si on innove pour être un peu existant à travers les outils numériques. L'événementiel sportif qui réunit et qui crée des émotions dans des stades, dans des salles, un peu partout, pour l'instant, n'a pas repris. Donc, si on ne se réinvente pas, on aura du mal à perdurer en fait dans le temps. Ok, très clair. Écoute, on va relancer l'événementiel sportif avec une d'experts. Ok, alors, je vais simplement prendre j'ai des petites questions qui ont été posées au fur et à mesure. Comme ça, on respectera le timing. Il y a plusieurs questions qu'on a peut-être regroupées en fonction de s'il y a les mêmes sujets. Il y a Antoine qui demande à qui tu t'adresses aujourd'hui et quel est ton rôle auprès des clients en tant que consultante. Ok, j'ai des clients assez variés. Ça peut aller sur des salles qui accueillent notamment donc des lieux d'accueil d'événements sportifs, qui eux aussi se mettent en ordre de marche pour proposer
des process un peu plus durables aussi, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes enjeux. Je m'adresse aussi beaucoup à des clubs en fait, de sport, notamment des ligues régionales, des comités départementaux, parce que j'essaye de vraiment aussi leur faire prendre conscience que c'est pas parce qu'on n'est pas un événement international qu'on n'a pas son rôle à jouer et qu'on ne peut pas être engagé dans ce changement en fait, de modèle. Il existe notamment des dispositifs mis en place par l'AFDAS, qui est l'office en fait, l'organisation qui collecte les fonds de formation, qui permettent de faire de démarrer des démarches RSE. Et c'est vrai que ces dispositifs qui permettent d'aller toucher des clubs de plus petite taille permet en fait, d'enclencher une vraie dynamique au niveau des territoires. Et le rôle des clubs, qui soient amateurs ou semi-professionnels, est essentiel aussi dans la réussite de ce changement de modèle. Donc voilà, j'ai des clients un peu variés, de comités d'organisation, de lieux d'accueil des spectacles jusqu'à des clubs. Ok, alors sache qu'on a 16 questions pour l'instant, donc on va essayer de les enchaîner au fur et à mesure. Une deuxième question anonyme. Quel impact de la Coupe du Monde féminine sur la considération du foot féminin, et notamment au niveau amateur? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu mesurer ou pas? Je pense que la Coupe du Monde féminine a permis quand même de montrer un spectacle de grande qualité, d'une ferveur aussi qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là dans tous les lieux où ont été accueillis l'événement, et de records médiatiques lors de la diffusion des matchs à la télévision. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine attente et un certain public en lien avec la pratique sportive féminine. Je pense que ça a beaucoup aussi permis de faire avancer les mentalités au sein des clubs amateurs. Il y avait des plans de féminisation qui avaient déjà été mis en place par la fédération depuis plusieurs années, mais ça a boosté aussi le fait que de plus en plus de petites filles se sont présentées au club, donc ça a levé certains freins aussi dans la tête de certains parents, et il y a de plus en plus de jeunes filles qui jouent au football, donc je pense que ça a servi à ça déjà aussi, à bien asseoir la pratique féminine, comme quoi le football peut se pratiquer aussi au féminin en France. Ok, et on a beaucoup de questions qu'on va regrouper aussi sur la mesure. En gros, là, il y a Antoine qui l'a soulevé, Eddy et d'autres, sur quels outils de mesure sur l'impact environnemental et social des événements sportifs. Est-ce obligatoire? Est-ce suffisant? Quels sont les acteurs pour mesurer l'impact? C'est beaucoup de questions en une, mais… Non, mais cette mesure, elle est essentielle. Effectivement, je n'ai pas beaucoup développé ce point-là là, dans la discussion auparavant, mais effectivement, dans la RSE, on est là aussi pour communiquer par la preuve. Donc, il est important à tous les moments et toutes les phases de l'événement de mettre en place des indicateurs qui nous permettent d'évaluer la pertinence de notre action et de rendre compte de ces actions-là. Donc, nous, on a mené une étude d'impact économique, social et environnemental en lien avec la Coupe du Monde. Je crois que la Fédération française de football l'a diffusée en juin dernier, à l'occasion des 1 an de la Coupe du Monde féminine, pour communiquer sur ces résultats qui ont été très positifs d'un point de vue économique. Au niveau social, on est encore en train d'analyser les questionnaires qui ont été passés à N+1 de l'événement, pour voir si justement on a eu un impact dans la notoriété de la discipline, dans des changements de mentalité, dans des changements d'attribution de subventions dans les villes hautes avec qui on a beaucoup travaillé. Et ça devient des passages importants et incontournables en fait pour les comités d'organisation, en tout cas pour les événements, pour prouver la profondeur de l'engagement, pour aussi véhiculer, montrer aussi l'importance du secteur sur ces sujets. Donc, pour moi, il est incontournable de mettre en place ces indicateurs et de les publier.
Et du coup, pour la mesure de ces indicateurs, aujourd'hui, ce que tu es en train de nous dire, ou pas, c'est que c'est plutôt variable d'un événement à l'autre. Est-ce qu'il y a des structures spécialisées en capacité d'accompagner, ou c'est aux organisateurs eux-mêmes de créer un peu leurs propres indices et de faire un suivi ou, Non, il existe maintenant sur les sur les questions économiques et environnementales des modèles d'impact, de calcul d'impact qui deviennent de plus en plus clairs et nets, auxquels on peut se référer et qui permettent surtout après d'avoir des éléments de comparaison entre les différents événements et de voir l'évolution justement de ces impacts, que ce soit économiques et environnementaux. Il n'existe pas encore de schéma ou comment dire, de modèle type pour le côté social, puisqu'on a forcément des objectifs peut-être qui diffèrent d'un événement à un autre, mais il est important de mettre en place un modèle avec peut-être une partie commune qui serait en lien à tous les événements, après qui serait complétée par une partie peut-être plus personnelle en fonction des enjeux que chaque événement se met en place. Mais il est pour moi essentiel que cette partie sociale devienne aussi de plus en plus important. Et on a des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Sur la partie économique, nous, on a travaillé avec le cabinet Utopie, mais il y a également le CDES à Limoges qui est très connu sur ces thématiques-là. Il y a le cabinet Deloitte aussi qui est impliqué sur ces mesures économiques et environnementales. Et sur la partie sociale, nous, on avait plus travaillé avec une université qui s'appelle l'université de Lyon, qui est un laboratoire qui s'appelle Egalaps, puisqu'on était vraiment focalisé aussi sur ce côté mixité, égalité femmes-hommes. Il y a aussi l'université de Rennes et le laboratoire VIPS, qui est aussi très, très impliqué sur ces thématiques-là. Donc, ça bouge et c'est important, effectivement, que ces thèmes d'impact et de mesure existent et soient diffusés. Ok. Il y a plusieurs questions aussi qui portent là plus sur un aspect dimension. On a pas mal parlé des grands événements. Il y a Nicolas qui demande est-ce que ça existe des chartes RSE à taille humaine pour des agences événementielles, par exemple, ou on nous parle aussi d'associations, de clubs? Oui, il y a de plus en plus de chartes qui arrivent dans les différents secteurs. Mais même si on parle comment dire, des grands événements, ces chartes-là peuvent tout à fait être adaptées au niveau local, régional d'un événement. Elles vont donner en fait les grandes lignes pour s'engager dans cette démarche RSE et les grands principes aussi de la démarche. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, on va traiter les sujets sociaux, environnementaux et économiques avec une vision, le fait de travailler ensemble, de consulter les parties prenantes. En fait, on change de modèle où on arrivait avant avec un événement qui arrivait avec toute son organisation, qui restait là 1 mois ou 2 et qui repartait. Là, c'est plus du tout possible ni acceptable. En fait, l'événement va devoir venir effectivement avec son projet d'événement, le mettre en confrontation avec la vision des parties prenantes extérieures et prendre en compte cette vision extérieure pour l'intégrer dans son organisation et livrer un événement qui est en cohérence en fait. Donc c'est ça qui va prendre du temps et c'est pour ça que les comités d'organisation prennent de plus en plus de temps dans la phase amont. Et donc, cette technique-là, en fait, peut tout à fait être mise en place au niveau local. Ok. Et Très sinon, bien. ils peuvent, dans le milieu du sport, typiquement, ils peuvent se référer à tout ce que met en place le CNOSF sur la partie développement durable, RSE. D'accord. Il va nous rester le temps de faire 2 voire 3 petites questions peut-être. Ouais. Est-ce que tu penses que les cahiers des charges des grands événements sportifs tiennent réellement compte des enjeux RSE? Est-ce que ça bouge au niveau des fédérations internationales? Et peuvent-ils vraiment y répondre favorablement versus les obligations TV sponsors? Je pense qu'effectivement, ils sont de plus en plus intégrés dans les cahiers des charges des fédérations internationales.
Après, il faut aussi être conscient qu'en fonction des disciplines, le niveau de maturité sur le sujet n'est pas le même. Les contraintes économiques, effectivement, ne sont pas les mêmes. Je pense qu'en tout cas, dans le football, il y a une prise en compte de ces sujets-là. Il y a une réflexion et un travail pour les faire avancer. Et comme la société en parallèle évolue aussi sur ces sujets-là, en fait, tout l'écosystème autour d'un événement, notamment les partenaires, notamment les diffuseurs télé, sont aussi poussés à s'interroger sur leur façon de fonctionner et de livrer leurs activités. Donc, ça bouge, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on sent une vraie envie d'avancer vers des modèles un peu plus durables. J'espère qu'il y a des innovations, notamment techniques pour la partie télé, qui vont permettre de changer les habitudes, notamment quand on parle de tous les générateurs électriques qui permettent d'assurer les diffusions télé. Il y a de plus en plus de générateurs avec comment dire, au lieu d'utiliser du gasoil, mais plus des bioénergies qui se développent. Maintenant, il faut qu'on teste ces générateurs-là pour qu'ils amènent des garanties aux diffuseurs et qu'on travaille pour les mettre en place sur les grands événements. Mais ça bouge. Ok. Peut-être dernière question avant qu'on conclue, on a peut-être une autre, on verra si on a le temps pour respecter le timing. Jérémy qui demande si, d'après ton expérience, dans quelle mesure un comité d'organisation peut impliquer les territoires en amont dans la mise en place de la stratégie RSE de l'événement. Est-ce que les territoires peuvent être acteurs et force de proposition pour des actions communes avec le comité d'organisation? Ouais, franchement, c'est ce qu'on a réussi à faire sur la Coupe du Monde féminine où on avait un vrai réseau impact et héritage au sein des villes hôtes avec qui on a beaucoup travaillé, avec qui on a défini des plans d'action communs pour se compléter et donc être plus efficace au quotidien. Et avec qui on a, je pense, créé de vrais liens. Donc, je pense qu'il y a une vraie attente des acteurs locaux pour s'impliquer dans une telle démarche aux côtés des organisateurs d'événements. La démarche du rugby en est la preuve aussi. En arrivant sur les villes hautes 3 ans auparavant, c'est aussi pour être à l'écoute des acteurs locaux et construire une collaboration sincère et durable. Donc, je pense que oui, on va vers de plus en plus de co-construction de ce type de plan d'action et de collaboration plus forte sur ces thématiques-là en marge des événements. Ok, et pour conclure, ce sera la dernière question. Est-ce que tu peux nous donner, par rapport à sur l'ensemble de tes missions et tes expériences, donc question de Sarah, ton souvenir marquant le plus positif et ton souvenir marquant le plus négatif lié à tes responsabilités autour de la RSE? Le plus positif, clairement, c'est le programme mis en place pour les services civiques en marge de la Coupe du Monde féminine, où on a vraiment travaillé avec l'agence du service civique, mais avec en fait tous les acteurs au sein du comité d'organisation pour permettre à 36 jeunes issus des territoires hôtes de vivre l'événement de l'intérieur. Ces jeunes, on les a recrutés à travers les missions locales, donc uniquement sur la motivation et pas du tout basé sur l'expérience ou sur leur cursus universitaire. Donc, on s'est retrouvé avec des profils très, très différents, qui a aussi challengé tous les managers et les directeurs de sites parce qu'ils n'étaient pas face à des professionnels de l'événementiel, mais face à des jeunes qui découvraient le monde de l'événementiel et qui n'avaient pas forcément les codes. Et donc, moi, le fait que ce programme ait été une réussite, les retours que j'en ai eu des différents collaborateurs du LOC ou de la FIFA, qui étaient également impliqués dans ce dossier-là, reste une vraie satisfaction parce que la plupart des jeunes qui ont participé à ce programme ont repris les études. Pour certains, ils n'avaient même pas le bac. Donc là, ils se sont relancés dans une formation, ça leur a ouvert des portes, ils ont repris confiance en eux, donc ça, c'est la vraie satisfaction.
Après, ouais, j'ai eu des, j'ai eu des déceptions comme ça sur le. Il te reste 1 minute pour ton plus mauvais Ouais, souvenir. sur les déceptions, je sais pas. En fait, j'oublie un petit peu. J'essaye de plus avancer. Après, c'est peut-être parfois de ne pas avoir réussi à convaincre certaines personnes de la pertinence de nos sujets et d'avoir dû revoir à la baisse certains programmes. Mais voilà, je reste plutôt sur le positif pour avancer. Ok, très bien. Là, on respecte le timing parce qu'il y a plusieurs qui ont peut-être des engagements derrière à 14 heures. Sachez que là, on était 71 pour cette première édition et 71 qui ont tenu jusqu'au bout. Donc, ce qui est rare, souvent on voit des courbes un peu descendantes. Donc, Delphine, tout le monde a bu tes paroles. Donc, merci beaucoup. Là, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Donc, ceux qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions précises, je vous invite à contacter Delphine Voilà. sur LinkedIn ou autre. Merci beaucoup à tout le monde. Merci encore Delphine, c'était hyper intéressant. Donc on espère que ça vous a plu aussi. On en fera d'autres et on vous donne rendez-vous donc bientôt. Bon appétit, bon après-midi tout le monde. Bon courage pour cette petite période de confinement et tout repartira de l'avant bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.